bienvenue. Donc l'idée avec ce deuxième atelier est effectivement de travailler sur l'efficience industrielle et les nouveaux espaces productifs, durant lesquels donc, nous allons nous intéresser tout particulièrement aux nouvelles stratégies de rationalisation industrielle au sein des entreprises, tant en matière d'optimisation de chaînes de production qu'au niveau des bâtiments et du foncier globalement. Pour commencer, je vais demander à Charlotte Jacot de me rejoindre pour qu'elle explique ce qu'est la plateforme Génie. Merci Charlotte. Bonjour, merci à tous. Je renouvelle le mot de bienvenue et donc me permet de faire une rapide présentation de Génie, qui est un réseau de professionnels publics et privés qui sont réunis à Genève, dans le Grand Genève, autour de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire. Aujourd'hui, Génie réunit un millier de membres. On a fêté l'arrivée du millième il y a peu, et parmi lesquels plus de 600 entreprises. La plateforme génie.ch, elle vit beaucoup au travers de ses rencontres, et c'en est une aujourd'hui. Donc l'organisation régulière d'ateliers où les échanges d'expériences entre entreprises, de pair à pair, et les rencontres sont possibles, rythment l'agenda de Génie tous les ans. C'est aussi un site web qui permet de partager des news, des nouvelles sur autant la performance dans l'usage des ressources que la compétitivité, l'actualité des filières genevoises. Vous y trouvez aussi un certain nombre de témoignages d'entrepreneurs qui sont régulièrement publiés et disponibles en ligne. Le Génie, c'est le fruit d'une collaboration entre l'État, la FTI et les SIG. Et on est heureux que l'OPI soit aussi également à bord. Donc, bel atelier à tous. Merci. Merci Charlotte. Bien, pour débattre, nous accueillons aujourd'hui des entrepreneurs qui vont partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en la matière, ainsi que des opérateurs ou constructeurs qui nous donneront un cadre plus prospectif et partageront leur vision des enjeux actuels et futurs en la matière. J'aimerais donc lancer la discussion par une brève présentation des intervenants. Alors, pour ne pas créer de distension entre les sexes et autres, je vais procéder par ordre alphabétique, si vous me le permettez. Mais par chance, c'est la femme qui est la première. Donc, Anna Maria, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui actuellement au sein de Losinger Marazzi? Merci. Bonjour à tous. Donc Anna Abarca, moi je suis au service de développement immobilier de Losinger Marazzi. Je vais peut-être décrire pour ceux qui ne connaissent pas notre entreprise. Donc Losinger propose des solutions qui soient modulaires, globales et durables pour l'élaboration de projets immobiliers et de projets de quartier. Donc global parce qu'on va de la planification stratégique d'un quartier, d'un bâtiment, et jusqu'à sa construction et la mise en exploitation du bâtiment. Donc on passe par les phases de la maîtrise foncière, du financement, de la conception. On accompagne nos clients dans toutes les étapes administratives jusqu'à la construction du bâtiment. Et nous opérons dans toute la Suisse. Donc moi je suis basée ici à côté, on est voisins. Appelons-le Watt pour la région genevoise, mais nous sommes sur toute la Suisse. Et les types de secteurs sur lesquels on évolue, donc on conçoit des quartiers, mais également des bâtiments industriels, des bâtiments liés à la santé, à l'éducation, aux loisirs, aux bureaux, et donc des grands ensembles, et que ce soit dans la construction neuve ou la rénovation des sites existants. Merci Anna Maria. Donc maintenant, je laisse la parole à Monsieur Clément Friderici. Merci. Alors Clément Friderici, je suis le directeur de l'entreprise Friderici Spécial. Nous sommes une société familiale. Je suis la 5e génération de transporteurs. Dans l'entreprise, on est 150 personnes et puis on est actif dans 3 grands métiers. Le premier, c'est le transport exceptionnel, tout ce qui est trop haut, trop lourd, trop large, trop long, trop cher, trop urgent. Le deuxième, c'est le levage. Et puis le troisième, c'est la manutention industrielle. Donc si vous voulez déménager votre usine, vous pouvez vous adresser à nous. Et puis on a une activité qui fait à peu près 50% de son chiffre d'affaires entre les cantons de Genève et de Vaud. Donc on a 3 sites, un à Orbe, un à Tolochenaz et puis un à Vernier. Et
Le reste du temps, on fait à peu près 20% à l'international et le reste sur toute la Suisse. D'accord, merci beaucoup. Donc, continuons l'ordre alphabétique. Je cède la parole à Monsieur Guillaume Massard de la FTI. Merci, bonjour à tous. Guillaume Massard, donc, directeur de la Fondation pour les terres industrielles de Genève. Nous sommes un opérateur urbain genevois du canton, donc une fondation publique, de droit public, pardon. Notre mission, c'est d'accompagner le développement, la vie de ces 3,5% du territoire genevois qui sont dédiés aux activités économiques secondaires ou industrielles, comme on dit. Alors on a plusieurs missions. La première, c'est de les aménager. La deuxième, c'est de les faire vivre dans le temps, une fois qu'elles sont aménagées, donc de les développer, de les commercialiser. Notre mission également, c'est d'accompagner toutes les entreprises, quel que soit le projet, qui souhaitent s'installer dans ces zones pour qu'elles puissent y trouver des bonnes conditions, les espaces suffisants et les facilités, on va dire, d'implantation. Tout ça, ça se fait parfois sur des terrains dont l'État nous a confié la gestion, et la majeure partie du temps, ça se fait sur des terrains privés. Et dans ces terrains privés, évidemment, nous accompagnons aussi les entreprises pour obtenir les autorisations et on va en parler un petit peu aujourd'hui pour optimiser aussi ces outils de production afin de faire un bon usage de ce sol si précieux à Genève, de ces mètres carrés si précieux dont on a besoin pour nos activités mais qu'on doit aussi sauvegarder. Et finalement, nous avons également une activité de régie donc, qui nous permet d'accompagner un certain nombre de locataires, d'artisans, de PME aussi, dans ces bâtiments, dans toute leur vie. Et donc, en général, on vient chez nous quand on a un nouveau projet, on vient chez nous quand on doit s'agrandir, on vient chez nous quand on veut déménager ou qu'on doit déménager, ou quand on veut réduire aussi la taille de certains outils industriels, pour avoir un conseil, un accompagnement de notre part. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci Guillaume. Donc, le dernier, mais pas le moindre, Andy Raswork, directeur de Niklaus LNI. Bonjour tout le monde, Andy Raswork. Donc, je suis directeur d'une entreprise Niklaus LNI SA, qui est composée d'activités qui sont ici sur Genève depuis des décennies. Donc, une depuis 1905, et puis l'autre depuis 1955. Activité industrielle dont une partie, c'est de la sous-traitance dans la technologie de surface de pièces métalliques, dans des domaines comme le médical, donc dispositif médical, aéronautique, donc des pièces d'avionneurs avec les certifications nécessaires, etc. Et dans le luxe et d'autres industries de précision. Une autre activité qui s'appelle manufacture de haute accessoirie, qui est au sein de cette entreprise, anciennement dans l'entreprise LN Industrie, pour ceux qui connaissent, division de luxe, qui fabrique des produits entiers, donc accessoires de luxe, typiquement des stylos, des briquets, différents accessoires qui ne sont pas des pièces horlogères, donc tout ce qui est annexe, si on veut, pour des marques. On n'a pas notre propre marque. On a en tout 70 collaborateurs, tous sur Genève. 2 sites à Mérin, et dont une, on est locataire de la FTI. Et on est dans la problématique de gérer dans une conjoncture qui n'est pas toujours facile à prédire, mais on s'en sort relativement bien. Et puis le point de l'espace, du bâtiment, du rôle de l'infrastructure joue bien sûr un élément important, donc je suis là pour partager notre point de vue là-dessus aujourd'hui. Merci Andy. Alors, pour lancer le débat et les questions, efficience industrielle, de quoi s'agit-il? Donc j'aimerais juste faire une petite entrée en matière, clin d'œil. Si, comme le dit un adage bien connu, la fin justifie les moyens, il s'agit plutôt de penser en rupture en s'attelant tout au long de la chaîne de valeur à mutualiser, optimiser, modérer la consommation de ces dits moyens au sens large, afin de valoriser la production en tenant compte des enjeux de densification quand il s'agit du territoire et de la raréfaction des ressources quand il s'agit de la production. La gestion appropriée et raisonnée des moyens devient ainsi l'enjeu majeur de l'efficience industrielle. La démarche est privilégiée et les moyens sont la finalité en soi.
Ainsi que, comme vous le comprendrez, il s'agit bien d'un projet d'entrepreneuriat, je crois que ça a déjà été dit, qui nécessite de l'efficacité, le développement certainement de nouvelles offres, la recherche de la sobriété dans l'usage des ressources et certainement aussi des nouvelles compétences. Mais nous allons le voir aujourd'hui ensemble. Et donc, je vais commencer par une première question. Justement, Monsieur Raswork a esquissé déjà une réponse. Vous dirigez donc Niklaus Eleni, vous nous l'avez dit. Vous êtes issu de la fusion de 2 entreprises. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette fusion et qu'est-ce qui l'a motivé ? Effectivement, en 2017, on s'est approché entre 2 entreprises distinctes en voyant quelques problématiques. Un, c'était qu'il y avait une activité au sein de LN Industries, donc division de luxe, fabrique d'accessoires que je viens d'évoquer, qui avait un historique vraiment important, de taille importante, mais qui était en perte de vitesse quelque part. Donc il fallait en fait redresser cette activité dans un contexte où il y avait besoin de remettre en question les modèles de gestion, de business et puis l'utilisation des ressources. L'autre entreprise que j'avais déjà, en fait, je jouais le rôle d'administrateur, devait aussi revoir comment elle pouvait aller à l'étape supérieure en ayant une masse critique, soit de management ou de compétences pour pouvoir arriver à une masse critique. Donc il y avait une problématique totalement liée au business. Comment faire pour que, en mettant les 2 activités ensemble, on peut trouver des solutions aux problématiques respectives. Dans ce contexte-là, on a posé pas mal de questions sur déjà le talent, ce qu'il fallait faire en interne de l'entreprise versus ce qu'on devait acheter à l'extérieur. Donc, question du make versus du buy, pour prendre des termes business assez classiques. Et puis, dans ce contexte-là aussi, une division devait déménager, LN Industries qui était dans le chemin de l'étang, dans un bâtiment qui était en fait un des derniers à devoir être vidé avant de la construction générale de ce projet qui se profile devant nous. Et donc, opportunité de poser des questions, comment est-ce qu'on fédère les ressources aussi dans le contexte business pour qu'on puisse réduire les espaces nécessaires, parce qu'il y avait beaucoup de 5S à faire. Donc le jargon étant de dire qu'il fallait en fait limiter les espaces perdus, les stocks, les vieilles machines qui tournaient qu'à moitié, etc. Investir dans des nouveaux moyens de production, avoir un espace beaucoup plus à même d'attirer plus de clientèle et être un peu plus moderne au lieu de vivre un peu sur l'historique, et avoir une distance beaucoup plus rapprochée entre les deux activités pour qu'on puisse justement avoir une équipe de management qui pouvait gérer les 2 activités de manière beaucoup plus économique. Donc, on a commencé par une logique business, une logique affaires, une logique intérêt économique pour pérenniser les activités, et puis on a terminé par les détails d'efficience, de profil énergétique, de fédérer aussi les compétences en interne pour pouvoir avoir des synergies d'une manière générale. D'accord. Alors, si on approfondit un peu ces 2 derniers points, parce qu'effectivement, on a bien compris, il y a 2 entreprises qui sont mises ensemble sur un même terrain. Justement, il y a des activités, vous l'avez déjà dit, des collaborations qui ont vu le jour. Quels en ont été les bénéfices et puis surtout, de quelle manière, quelle collaboration vous avez dû mettre en place concrètement et quels en ont été les bénéfices? Alors, on le perçoit peut-être sur le modèle d'affaires, mais de manière plus pratique sur justement les nouvelles entités, peut-être de supply chain et autres. Donc voilà, on avait déjà au sein de l'entreprise, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée. Donc on change de locaux, on concentre les espaces. Il y avait quand même 16 000 mètres carrés dans un ancien bâtiment qui ont été réduits à 1600 mètres carrés, donc un dixième. Donc cette concentration en elle-même, en utilisant des open space, au lieu d'avoir des différents bureaux, ateliers qui étaient séparés, etc.,
en ayant ça, on voyait déjà qu'il y avait beaucoup plus d'échanges, une dynamique beaucoup plus réelle entre les différentes divisions, départements. On a un département RH, un département administratif financier, des outils informatiques plus modernes, ayant la masse critique et plus au goût du jour pour pouvoir accompagner nos activités et aussi avoir une enveloppe qui était perçue par l'externe, donc les fournisseurs qui étaient maintenant de plus en plus sollicités parce qu'on ne faisait pas tout en interne, on faisait des choses en externe. Donc on a créé l'étendue du supply chain avec nos fournisseurs d'un côté, puis nos clients qui étaient beaucoup plus dynamiques, intégrer notre vision ensemble. Je dirais beaucoup plus... Voilà. Ça a donné des fruits au niveau économique pour pérenniser justement cette entreprise. Vous avez un exemple, par exemple, je sais pas, un exemple client ou quelque chose qui vous paraîtrait pertinent de partager? Oui, si on veut, on avait des clients historiques qui venaient pour quelques bribes d'activité chez nous. On a concentré nos efforts commerciaux pour leur parler de notre vision. Et ces quelques clients nous ont suivis, ils ont étendu le business qu'ils ont avec nous. Je ne peux pas nécessairement citer les noms parce que c'est un peu confidentiel dans un contexte de traitance, mais les commandes sont en train de vraiment suivre leur rythme très très soutenu, qui fait qu'il y a entre la stratégie et la pratique qui est en fait perçue notamment par les clients réels, ça montre avec une certaine humilité à nos collaborateurs que la stratégie qui a été mise en place marche. Et donc ça elle-même génère une dynamique avec les collaborateurs qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus initiés des idées, etc., engagés. Et donc voilà, ça c'est des exemples concrets. Je pourrais en citer d'autres. Merci beaucoup. L'idée n'est pas de dévoiler les noms de vos clients, bien évidemment, merci. Si je passe à Monsieur Friderici, là on se met en perspective. Votre entreprise va justement prochainement déménager de son site actuel à Vernier pour s'implanter dans la Zibé, sur un terrain qui sera partagé avec une autre entreprise, Maté, vous nous l'avez dit. Concrètement, d'où est venue l'impulsion et en quoi ce nouveau projet va consister? Puisque là on se met en perspective. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous, l'impulsion, elle est venue de la FTI, c'est-à-dire que il faut savoir qu'on exploite un bâtiment sur le site actuel et puis en face de ce bâtiment, on avait une grande place de parc et un parc matériel que vous voyez d'ailleurs à l'écran. La photo en haut à droite, c'est une photo des caméras de surveillance. Donc vous voyez qu'on a des camions qui sont parqués, des grues qui sont parquées, puis on a aussi du matériel de clients qui est parqué. Et en fait, ce qui est l'intérêt pour nous d'avoir ce site, c'est que le matériel propre à la région genevoise fait moins de kilomètres. C'est-à-dire qu'on est dans notre bassin de clientèle et puis on est beaucoup plus efficient tant en termes de kilomètres, donc en termes économiques et écologiques. Et pour nous, c'est très important d'avoir ce dépôt matériel. Et on était au bout d'un bail à loyer avec la FTI sur cette partie du terrain. Et la FTI a souhaité développer en bâtiment, en fait, le terme m'échappe là juste maintenant, mais densifier, merci. Densifier le terrain. Et on avait deux solutions, soit on rendait le terrain, soit on participait au projet de densification, et puis on a participé au projet. On a présenté quelque chose qui a été beaucoup challengé par la FTI. On nous a beaucoup incité à fortement densifier, on va dire. Donc c'est vrai que c'est plus vraiment un bâtiment pour notre activité. Et par contre, en parallèle, je disais toujours, mais vous savez, vous avez une vieille entreprise genevoise quand même qui est ici présente, puisque l'entreprise initiale datait d'à peu près 1898 sur Genève. Donc on a dit, mais c'est vrai que ça serait bien de conserver un terrain pour nous accueillir. Il a fallu à peu près une dizaine d'années de développement, de discussion, pour arriver l'année dernière à un coup de téléphone de la FTI, sympathique, en nous disant qu'on avait une solution. Donc la solution, c'était de nous regrouper avec une autre entreprise qui n'est pas concurrente, mais qui a des activités qui ressemblent un petit peu, René Mathèse,
Donc du stockage de grues, du stockage de containers, on peut faire ensemble. Et puis on nous a expliqué que de une fois 10 000 et une fois 8 000, il fallait qu'on passe sur le tout 8 000. Donc pour moi, ce n'est pas encore divisé par 10, mais c'est encore un gros challenge encore à l'heure actuelle. Ouais, c'est en bonne voie, on va dire. Mais c'est en bonne voie, oui, on travaille d'arrache-pied. D'accord. Alors, à ce sujet, puisque c'est en bonne voie, comment vous y êtes pris? Bon, vous nous avez déjà donné des bribes d'idées qui venaient a priori plutôt de la FTI. Pour concevoir et planifier ce projet, vous, intrinsèquement, et quelles parties ont été impliquées, peut-être dans vos entreprises ou avec Maté? Comment vous pouvez nous parler de ce partenariat, de ce projet? Bon, de nouveau, c'est la FTI qui nous a présenté en terrain, qui nous a présenté René et Maté, qui nous a assis dans une même salle. Et puis ils nous ont dit, voilà, vous avez ce terrain, comment est-ce que vous allez vous le partager? Donc on a commencé par tirer entrer au milieu du terrain. Puis ensuite on s'est dit, oui, mais juste avec ça ne va pas être terrible. On peut pas, nous, on a quand même des challenges de rayons de braquage, etc., qui sont assez importants. Donc on a commencé à faire plein de dessins, puis on s'est vu 2, 3, 4 fois avec... toujours sous, on va dire, la houlette de la FTI et puis dans bureau d'architecte urbaniste. Et à force d'itération, on est arrivé à un projet qui semble fonctionner, enfin qui va fonctionner, où chacun trouve son compte. D'accord, merci. Alors justement, on a beaucoup parlé de la FTI, alors je vais me retourner vers Guillaume Massard. Vous êtes donc ce qu'on appelle un opérateur foncier, vous gérez vous l'avez dit tout à l'heure, vous gérez aussi la commercialisation, Vous contribuez aussi à la transformation des zones industrielles, donc beaucoup de choses en fait. Comment se positionne la FTI concrètement dans cet aspect accompagnement des entreprises? Donc là, on a des bribes, mais est-ce que vous pouvez nous les préciser? Volontiers. Le sous-titre de la FTI, c'est facilitateur d'implantation. Donc on essaie de faciliter. Des fois, on nous dit on complexifie aussi. Bah oui, c'est vrai. Pour faciliter aujourd'hui un usage du sol rationnel, un outil industriel performant, des fois on amène des contraintes. Donc merci aussi aux industriels qui nous font aussi confiance et qui se rendent compte qu'on peut les accompagner, même si je crois que vous l'avez bien dit, finalement on doit mettre 2 entreprises, quasiment 18 000 m² avec des poids lourds et autres, donc c'est difficilement compressible en termes d'outils de travail dans 8 000 m². Et ça, c'est tout un travail à faire. Alors déjà, nous, on doit trouver des terrains, c'est-à-dire ça devient de plus en plus difficile. Des terrains qu'on ne nous demande pas non plus à nous de fortement densifier. Donc on doit veiller à garder des zones pour des activités qui correspondent à chacun des types d'industries qui sont là. Puis là où on en a trouvé, justement, alors des fois on a des sollicitations, comme on appelle ça chez nous, qui peuvent rester effectivement parfois 10 ans chez nous, mais on ne les oublie pas. C'est-à-dire qu'à un moment, vous l'avez dit, il y a un coup de fil. Heureusement, on essaye, dans certains cas ça prend plus longtemps que d'autres. De se dire, mais là, à un moment, il y a dans le puzzle en fait, foncier de Genève la possibilité de faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, nous, on regarde sur la partie vraiment foncière. Si les entreprises sont intéressées, et vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, nous, on a des architectes à l'interne, mais on ne fait pas le travail du bureau d'architecte, on ne fait pas le travail d'un constructeur, on ne fait pas le travail d'un consultant mobilité. Par contre, on propose un certain nombre de synergies qui pourraient être mises en place. Et un des exemples qui était flagrant ici, c'est que mettre les 2 entreprises, s'il faut garder les rayons de giration des camions, ça ne va jamais marcher. Donc nous, on travaille aussi avec la planification de la zone, on ne fait qu'une entrée, qu'une sortie. Et donc il y a déjà toute une partie des surfaces de circulation qui deviennent communes. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros pas qui est fait. Mais nous, on donne des idées, on donne des impulsions aussi. Ça peut être sur des salles de réunion, ça peut être sur les cafétérias, ça peut être sur le partage de grues, dans certains cas, dans la construction. Il y a d'autres exemples actuellement qu'on met en place. Enfin, ces choses-là sont des idées, des propositions qu'on fait, et c'est aux entreprises de s'en saisir. Les entreprises avec leurs mandataires, avec leur groupement. Et tous les projets n'aboutissent pas. On revient parfois en arrière, on fait des pesées des intérêts, mais le but quand même, c'est d'arriver aujourd'hui à amener des zones industrielles un peu plus denses, à avoir des outils industriels plus performants, et puis à guider cela vers l'avenir. Donc nous, on a un service qui est dédié à ça, que vous soyez locataire, que vous soyez au bénéfice d'un droit de superficie, donc sur nos terrains, mais pour du long terme, ou que vous soyez une entreprise privée sur un terrain privé.
ne va pas toujours réagir la même chose, mais on va toujours vous essayer de vous aider et de faciliter les projets. D'accord. Alors, si je reviens à l'exemple de M. Frederici, qu'attendez-vous de ce nouveau projet en termes de mutualisation et d'avantages concrets? Bon, on a compris qu'il y avait un intérêt pour vous au niveau logistique, local, mais concrètement les zones de circulation, typiquement, vous venez d'en parler, une entrée, une sortie, qu'on le fasse pour une entreprise ou pour deux entreprises, elles sont à peu près nécessaires la même chose. Ensuite, vous avez aussi parlé de la grue de dépôt, par exemple, qui va sans doute être mutualisée. L'idée aussi, c'est de se retrouver avec une société avec laquelle on partage un peu les mêmes activités, les mêmes nuisances quand même, les mêmes impératifs en termes d'horaire, etc. On ne va pas déranger un quartier d'habitation avec des camions qui partent quand même entre 5 et 7 heures le matin. Donc on se comprend quand on discute avec M. Lumbreras de la Maison Mathey. Et pour être clair, il y a dans le bâtiment, on a par exemple en palan, peut-être qu'on ne ferait pas le même palan si on n'avait que pour notre besoin, ou on ne ferait pas la même zone de lavage. On va peut-être pouvoir partager des compresseurs d'air, on va partager des réseaux ensemble. Et puis ça, je pense qu'à terme, c'est une jolie économie et puis une jolie mutualisation et optimisation de l'utilisation des moyens. Donc voilà, ça c'est... Et puis le fait est que de nous déplacer dans une zone qui est le bois de baie, c'est assez exceptionnel parce que c'est une zone où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ressemblent, beaucoup de nos clients. Donc c'est plutôt... Tout ça, ça participe à notre motivation. D'accord. Alors la motivation, certes, donc on voit bien qu'il y a des économies d'échelle, vous venez d'en parler, il y a des économies aussi sur les circuits de mobilité, mais dans vos pratiques actuelles, plutôt en termes peut-être de personnes à l'intérieur, comment c'est perçu? Quels sont les avantages qui ont été vus ou les changements qui ont dû être opérés? Bon, pour l'instant, on a un système assez... Le bâtiment où on est actuellement, plus la zone de parking est assez optimisée et va ressembler finalement au projet qu'on fait. Déjà aujourd'hui, on connaît la mutualisation du bâtiment, si vous voulez. On est dans un bâtiment qui était prévu pour à peu près 3 utilisateurs. Aujourd'hui, on gère 40 utilisateurs dedans. Donc on a plusieurs entreprises qui travaillent ensemble. Et nos équipes sont finalement... trouvent agréable aussi de travailler avec des collègues, trouvent agréable de partager divers métiers dans un même bâtiment. Là, ça sera juste avec un seul même métier. Donc là, je ne me fais pas trop de soucis. Puis au niveau confort, on va être dans un bâtiment plus neuf, etc. Donc je crois que tout le monde se réjouit, a priori. D'accord. Et est-ce qu'il y a des zones où justement on ne partage pas, par exemple? Est-ce qu'il y a Parce qu'il faut aussi parler de ce qui est partageable et puis il y a peut-être des choses qui ne le sont pas. Il y a quelques bureaux qui vont... Non, les bureaux sont assez bien séparés et c'est normal et c'est bon que ce soit ainsi. Au niveau des vestiaires, on va peut-être partager quelque chose. Salle de pause un petit peu. Salle de conférence, par contre, c'est souvent une salle qui est peu utilisée et là, on va vraiment travailler optimiser. Mais sinon... D'accord. Donc, on le comprend, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, si je vous résume, a priori. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a encore beaucoup de challenges. Du fait, encore une fois, de cette réduction de place, il va falloir qu'on trouve encore des solutions, mais c'est notre métier. Le projet continue. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Raswork, la fusion dont vous avez parlé, elle a eu lieu en 2018, si j'ai bien entendu. Vous disposez donc d'un peu plus de recul par rapport à Monsieur Frederici. Donc, quels sont les enseignements, justement, les facteurs de succès que vous pourriez partager avec l'audience? Je dirais qu'avec le recul, il y a un point qui est assez important, c'est qu'il faut vraiment faire en sorte que le projet de déménagement ou immobilier ne soit pas meneur, c'est plutôt le projet industriel, le projet, on va dire, besoin du marché, client, etc. C'est vraiment le point le plus important et puis le reste doit suivre. Donc ça, c'est un premier point.
Deuxième point, c'est que voilà, c'est vraiment aussi l'occasion de prendre, de se poser de bonnes questions sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est historique. Il y a des choses, par habitude, on a des choses qui sont là. Donc c'est l'occasion de vraiment assainir le profil dans des temps modernes, voir si... donc c'est de remettre en question, c'est profiter de cette occasion-là pour se remettre en question. Donc c'est quelque chose qu'on a fait et je dirais que ça nous a bien servi par la suite. Puis troisième point, je dirais, c'est important d'écouter les différents stakeholders, hein, donc les différents acteurs dans ce projet, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, les autres partenaires dans ce projet, architectes, la FTI, etc. Donc quand il y avait besoin, pour pouvoir justement avoir leur point de vue, pour ajuster la vision ou le plan en fonction de ce qu'ils apportent comme point de vue. Comme ça, c'est un projet commun. Et une fois qu'on est arrivé au bout de ce projet, qu'il n'y a pas des trop grosses griefs, parce qu'il y en a toujours un peu, mais voilà. Donc c'est important de communiquer. D'accord. Et sur la poursuite, peut-être un point sur la poursuite des activités, justement, quand ça se passe. Vous pouvez nous dire quelque chose, parce que c'est pas simple normalement. Si vous mergez deux unités de production et puis vous devez continuer à produire pour satisfaire vos clients, ça c'est des points particuliers, non? Non, justement, c'est un excellent point, parce qu'il fallait... les affaires doivent continuer, malgré ce gros projet. Et donc il fallait vraiment revoir comment on entamait cette rupture, parce que c'est quand même une rupture pour redémarrer. Donc on a engagé une équipe de project managers, 2 personnes qui sont des project managers, qui menaient ce projet à 100%, qui étaient payés pour être l'interface avec nos acteurs pour la construction, pour la préparation des locaux d'un côté, parce que c'était quand même assez important d'avoir tous les éléments, tous les détails justes. Et là, je salue la collaboration que ces project managers ont eue avec nos différents partenaires, y compris la FTI, les architectes qui étaient engagés pour ce projet et autres. Et aussi en interne pour justement entamer une production qui pouvait nous permettre d'avoir une interruption de quelques semaines pour que les machines puissent aller d'un endroit à l'autre, ayant du stock pour prévoir ce qu'il fallait faire. Donc encore une fois, communication, coordination avec les clients pour avoir une certaine flexibilité durant cette période. C'était important d'avoir ça, effectivement. Mais les project managers externes étaient vitaux pour le faire, parce qu'effectivement, tout le monde est occupé à faire tourner ce qui doit être tourné et plus. Et donc, avoir des gens qui étaient externes à ce projet, externes aux activités normaux, était important. D'accord, merci pour ces précisions, je pense que c'est important. Là, on va faire une transition justement sur les autres intervenants, les opérateurs, les constructeurs qui agissent au niveau de l'offre en foncier immobilier d'activité à Genève. Donc, Madame Abarca de Losinger Marazzi, vous êtes donc une représentante de ce milieu-là en tant que constructeur. Donc, après, si on pense construction, on se dit que c'est pas tout à fait le métier d'un constructeur d'intervenir en réponse à des demandes de déménagement. Hein. C'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit d'emblée en vous rencontrant. Donc, de regroupement d'entreprises, de développement de synergie. Et pourtant, vous vous êtes engagé dans cette voie. Alors, pourquoi ? Alors déjà, oui, effectivement, donc, nous sommes constructeurs, mais nous nous sommes diversifiés depuis déjà de nombreuses années dans le développement immobilier. Donc on agit sur toute la chaîne de valeur des projets immobiliers, comme je disais, depuis la planification jusqu'à la construction. Alors là, ce qui est nouveau sur les projets dont on va parler, c'est qu'on trouve que l'utilisateur final est capital. C'est l'enjeu capital pour les projets. Et un peu, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est le besoin qui est important. Et donc, on a créé cette démarche utilisateur où le but, c'est d'identifier et d'embarquer les futurs utilisateurs du site avant toutes les autres étapes d'un projet. Donc, avant de choisir quel sera le terrain, quel sera l'architecte, ou est-ce qu'on va déposer un permis de construire ou autre, on s'est dit, mais pour qui on va faire ce bâtiment ? Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend et quelles sont nos ambitions dans ce sens ? Parce que c'est la stratégie qu'on a.
Donc déjà, on a 3 ambitions. C'est de créer des espaces, comme vous l'avez très bien dit, des espaces qui vont favoriser la mutualisation et la collaboration et l'innovation entre les différents locataires. Ensuite, c'est comment on va co-construire avec les futurs utilisateurs un bâtiment qui s'adapte à leurs besoins. Donc, on prend les besoins qui sont exprimés en amont et c'est ces besoins-là qui vont nous donner le programme et la conception et la construction du bâtiment. Souvent, ça va être l'inverse si vous êtes locataire. Vous allez regarder des plans, vous allez regarder un site existant et c'est vous qui vous adaptez au bâtiment. Là, c'est le bâtiment qui s'adapte à vous. Et la 3e ambition qu'on a sur ce nouveau projet, c'est de créer des biens immobiliers qui soient novateurs et attractifs, donc qui apportent de la valeur au territoire aussi, et voire qu'ils soient un peu de flagship, c'est notre souhait également pour le territoire. Donc nous avons 2 cas pratiques à Genève que nous sommes en train de développer. Le premier que vous voyez à l'écran, il s'appelle The Forge, parce que c'est pour Genève, mais c'est un endroit aussi où on forge, on crée des choses. Donc, ce sont alors les 2 bâtiments que je vais vous présenter, c'est à la base des bâtiments industriels à Genève qui prennent cette démarche utilisateur et qui sont conçus sous une forme de tiers-lieu ou de campus. Donc, sur The Forge, vous voyez qu'on a imaginé une mixité d'usages avec 4 piliers, business, éducation, loisirs et partage. Cette mixité d'usages qui permet des collaborations entre les acteurs qui sont sur site, donc des synergies entre eux, mais aussi entre ces locataires et les grands publics et les autres acteurs économiques qui sont impactés par ce qu'ils proposent. Donc, il est sur les industries créatives digitales. C'est le fil rouge du projet. C'est réunir les acteurs qui apportent des solutions dans les industries créatives digitales. Donc, on est tous impactés, tous les secteurs économiques et les grands publics. Et l'idée, c'est de faire le pont entre eux et les autres secteurs et les grands publics. Alors, pour être très concrète sur comment on peut avoir ces mutualisations, donc je vais vous donner un exemple précis. Vous voyez qu'un axe, c'est l'éducation. Donc, on a une école qui va venir sur site, qui va avoir ses activités de formation et de création sur le site. Alors, elle nous dit qu'elle voit plusieurs intérêts. Bien sûr, elle a certaines salles de création de contenu et de formation qui sont utilisées de façon ponctuelle. Donc, si elle peut les mettre à disposition des autres industriels, c'est une mutualisation d'espace qui fait sens d'un point de vue écologique et économique. Mais aussi parce que sur le site, il y a des potentiels futurs employeurs, c'est une attractivité pour les étudiants. Mais aussi parce qu'il y a des loisirs qui vont créer de l'animation et de l'attractivité pour le site. Les étudiants, ils sont contents d'être dans un lieu qui est aussi un peu fun. Et aussi parce qu'on va parler de ce lieu et donc elle va pouvoir faire connaître les métiers auxquels elle forme. Et donc voilà, ça lui donne de la visibilité et ça lui crée de nouveaux étudiants futurs. Si je prends chacune des briques, c'est un peu la même chose. Donc l'entreprise, elle a un vivier d'étudiants sur place. Et là aussi, des espaces qui sont attractifs pour les collaborateurs. On l'a bien vu avec Covid, que l'évolution du mode de travail. Et je pense que l'année dernière, on se disait, c'est bon, le bureau c'est fini, personne ne voudrait retourner au bureau. Là, on se dit, si, ils ont envie de sortir de la maison, mais parce qu'ils y trouvent une attractivité, un intérêt, parce qu'ils peuvent collaborer entre eux, parce qu'ils peuvent mener des projets innovants, etc. Alors, je vous remercie. On perçoit bien effectivement l'intérêt, la notion d'espace collaboratif, si vous me permettez, voire intergénérationnel, voire interculturel. Alors, il y a de nombreux projets dont on a entendu parler, donc celui-ci en est un. Là je suis un peu provocatrice, mais comment vous voyez la chose dans la mesure où sur des zones comme celle où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces vides, il y a beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui peut faire l'attractivité de tels projets et comment vous pensez très honnêtement les rentabiliser, parce qu'il y a quand même eu des expériences et puis qui n'ont pas toujours abouti, donc comment vous envisagez les choses là-dessus? Même si les arguments sont convaincants, enfin du moins ils convainquent, je ne sais pas pour le public. Alors non, tout à fait, c'est un grand enjeu. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on réponde à un vrai besoin d'usage. Parce qu'on peut faire de jolis PowerPoints, si ça ne répond pas à un besoin, ça n'a pas lieu d'être.
Alors, comment est-ce qu'on est en train de s'y prendre sur ces projets? Donc déjà, si je prends la première étape, qui est créer un concept. Ce qui est intéressant sur les deux projets, c'est que le concept, il a été écrit avec des spécialistes et des parties prenantes du projet très vite. On a pu contacter des associations, des fédérations, des organismes. Il y a certaines personnes dans la salle que j'ai appelées, qu'on s'est vues, donc merci pour vos inputs. Et donc, cette phase, elle est extrêmement riche parce qu'ils nous ont donné des souhaits, des idées, ils nous ont beaucoup challengés aussi. Donc, voilà, je les remercie pour ça parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de pertinent. Et le gros avantage, c'est qu'on part d'une feuille blanche et qu'on peut donc écouter tous les inputs et on peut les prendre en compte. Ce qui permet d'ailleurs aussi, parmi les gens qu'on a vus, il y a des futurs potentiels utilisateurs aussi, même des acteurs publics. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'approprient les projets parce qu'ils y ont participé très vite et très tôt. Ensuite, lorsqu'on va voir les utilisateurs, on présente déjà la philosophie du projet et on va embarquer ce qui s'y retrouve dans la philosophie, ce qui s'y projette. Alors, très clairement, il y en a qui nous disent ok, c'est sympa, mais non merci, ce n'est pas du tout dans mon ADN d'arriver à un projet aussi mutualisé. Ce n'est pas pour moi, donc c'est comme ça, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui, voilà, ils ont les yeux petits, ils ont envie, et donc ils sont embarqués. Et encore une fois, avec leurs inputs, ça nous permet, nous, de façonner les bâtiments qui vont leur correspondre. Et troisième chose, c'est qu'on soigne beaucoup la programmation pour qu'elle réponde justement à cette envie de collaboration. Donc ça, c'est notre deuxième projet que nous développons. Il s'appelle Atmosphère. Il a pour but de réunir, donc on l'a appelé un campus industriel zéro carbone. Ouais. Il a pour but de réunir les acteurs dans la décarbonation et la transition écologique. Donc en gros, les entreprises qui apportent des solutions face aux défis climatiques que nous avons. Et on voit qu'il y a énormément d'entreprises qui se développent dans ce secteur avec de belles perspectives. Donc, on a un socle qui est classique avec des surfaces industrielles et administratives. Donc, chaque acteur voilà, peut avoir, comme je disais, il faut qu'on ait des surfaces propres où je peux faire ma R&D, je peux recevoir mes clients, je peux avoir mes collaborateurs sur un espace privé. Mais on a imaginé aussi 5 types de surfaces qui vont permettre la collaboration. Donc, il y a l'expérimentation qui est particulièrement intéressante dans ces métiers. Des espaces de démonstration, des espaces de pédagogie aussi. Il y a beaucoup de vulgarisation et de nouveaux métiers qui sont créés dans cette industrie. La convivialité pour attirer les collaborateurs et la mutualisation des espaces. Donc, concrètement, ça peut prendre la forme d'un makerspace avec un outillage partagé, démonstration donc des showrooms pour accueillir ses partenaires et ses clients, des salles de formation pour former aux nouveaux métiers, convivialité avec des espaces restauration, bien-être, et mutualisation très classique de partage de ressources logistiques, salles de réunion, etc. Et justement, donc l'idée, c'est toujours de créer un écosystème avec un fil rouge qui soit fort et un écosystème qui crée de la valeur pour tous. Donc, comme dans le cas de Daforge, où l'idée, c'est un écosystème avec des gens très complémentaires et très diversifiés. Ici, c'est aussi, on va chercher un bon équilibre entre les utilisateurs, et c'est là aussi l'équilibre financier qu'il faut entre des entreprises déjà bien établies, des startups, éducation, loisirs, pour un écosystème qui crée de la valeur. Merci. L'accompagnement, donc Monsieur Massard, je reviens vers vous après ces mises en perspective très réjouissantes faites par Madame Abarca. Vous avez parlé effectivement de l'accompagnement tout à l'heure, mais cette approche par les usages pour répondre à des nouveaux besoins d'entreprise, vous la traitez certainement, j'imagine, dans l'accompagnement, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quels sont les exemples, vous aussi, en termes de prospective, puisqu'on a parlé de cas réels, et puis on vient avec vous, Madame Abarca, un peu plus sur l'avenir ou comment les choses vont évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, je vous remercie. Les exemples, moi, je trouve, sont très parlants, très intéressants. Ils vont tout à fait dans le sens des projets industriels aussi qui ont été présentés. La FTI travaille sur un certain nombre de points qui sont parallèles, pas exactement dans ces positions-là. Donc, nous, on a toujours aussi cette mission un peu d'être complémentaires au marché. C'est-à-dire que
ce que le marché privé sait faire bien. Nous, on n'a pas de vocation à le faire. Ce n'est pas notre mission publique. C'est plutôt de s'assurer que toutes les demandes, toutes les offres trouvent une solution. Et donc, c'est surtout celles dont on a plus de peine à trouver de solutions qui se retrouvent chez nous. Ce qui n'est pas toujours plus facile, mais très stimulant. Mais je vais quand même donner un ou deux exemples concrets. À la Zibé, par exemple, il y a un projet qui s'est terminé assez récemment avec l'entreprise Molini. Donc, il y a un grand parking, un bâtiment plutôt en hauteur pour la Zibé, donc la zone industrielle du Bois de Bay, qui est en général très axée construction et transport et matériaux, qui a permis non seulement à l'entreprise de réaliser des futurs bureaux, de faire son propre parking, mais aussi de faire un parking plus grand qui permet à toutes les entreprises autour, finalement, de pouvoir trouver des solutions afin de nouveau, réduire l'emprise foncière de cette fonction de parking qui est très nécessaire, en particulier à la Zibé, où la desserte en transport public ou en mobilité douce n'est pas encore optimale. Mais surtout, dans les futurs projets qui se feront autour, finalement, on aura moins besoin de mettre d'espace de parking dans les programmes. Et puis on a profité de faire ce que nous on appelle, de développer ce que nous on appelle des services à la zone, qui sont dans les raies finalement des activités de service, une boulangerie, un traiteur, on pourrait avoir d'autres activités de pressing, de fitness, en fait nous souhaitons que chaque industriel dans la zone puisse trouver. Donc ça, c'est une manière qu'on a, qui n'est pas la même, qui est, je pense, complémentaire à celle que présente aujourd'hui Lozinger, de créer, pas dans un bâtiment, mais à l'échelle d'une zone, des ouvertures, des services. Le but, évidemment, c'est d'éviter qu'un collaborateur doive prendre sa voiture pour aller déjeuner. C'est quand même aujourd'hui dommage et très gourmand en temps, gourmand en stress, et c'est pas très bon pour la planète non plus. Donc ça, c'est un exemple. Et puis un deuxième qui est actuellement en cours d'un mandat d'études parallèles au sens de la SIA, la Société des architectes ingénieurs, où en fait, grâce à l'arrivée d'une assez grande enseigne sur un périmètre, il y avait une partie de terrain qui était encore disponible. Et puis, on voulait accueillir à Genève depuis des années en fait, cette grande enseigne. Et du coup, la partie restante, on a pu faire un montage où, en travaillant en synergie avec cette enseigne, on a mutualisé les coûts des rampes d'accès, du parking. Donc, on aura un parking, elle va beaucoup l'utiliser en fin de journée le samedi. Les entreprises l'utilisent plutôt de 8h à 17h. On en a réduit la moitié, en fait, la taille. On a réduit les investissements du coup de la même chose. Ça va nous permettre de proposer des surfaces très orientées ici PME et artisanat, qui elles ont des capacités dans certains secteurs assez limitées, de leur proposer des surfaces à des prix abordables. Donc c'est la synergie qui vient influencer on va dire, le modèle économique, le montage immobilier de tout ce périmètre. Et ça, c'est des projets qui sont en cours, qu'on souhaite, qu'on teste, qu'on expérimente de la même manière. Celui-ci, on a de bonnes chances qu'il arrive à terme. Et voilà, donc c'est des manières concrètes de faire, moins dans le bâtiment. Je pense que c'est un peu moins notre rôle de ce qui se passe vraiment dans chaque mètre carré. Par contre, dans les services à la zone et puis dans les grandes infrastructures mutualisées. Et justement, toute cette évolution, elle a certainement un impact sur les métiers. Alors, on l'a un peu perçu quand M. Ranswork nous a dit on a dû aller chercher des ressources externes parce que quand on a réalisé, on ne pouvait pas forcément le faire avec nos ressources internes. Mais au sein de la FTI, par exemple, qui a cette mission d'accompagnement, j'imagine que faire cette prospective, mais c'est aussi une question que je pourrais vous adresser, ça demande d'autres compétences que celles d'un architecte. On est bien d'accord? Oui. Alors, quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut être un peu anticipatif ou prospectif? Oui, elles sont multiples, ces compétences. Alors l'architecte, il a la connaissance du bâtiment, donc c'est quand même un élément central. Dans notre service d'accompagnement, nous on a des personnes effectivement qui viennent de l'architecture, mais on a aussi plein de personnes qui viennent d'autres milieux, que ce soit du milieu de la mobilité, de l'environnement, de l'ingénierie, simplement de l'accompagnement commercial. Et en fait, ce qui fait la valeur ajoutée, je dirais, de la FTI, c'est un certain nombre de nos collaborateurs qui sont très précieux, qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui connaissent par cœur l'industrie genevoise. Et en plus, on les envoie de temps en temps voir des choses à l'extérieur, expérimenter sur des projets. Donc ça, c'est nous. Mais nous, comme j'ai dit, encore une fois, on n'a pas vocation à faire ces projets nous-mêmes. On est un facilitateur, on est un guide, et donc on va travailler avec des bureaux spécialistes en mobilité, certains très classiques, d'autres beaucoup plus innovants. Pareil, avec des ingénieurs, parfois très classiques selon besoin, parfois très innovants.
des bureaux de facilitation aussi. Donc aujourd'hui, on est beaucoup à ce moment-là dans la co-construction. Donc on doit arriver à mettre les gens autour de la table, on doit arriver à les faire se parler, on doit les écouter, on doit passer par des écueils aussi d'opposition, de manque de volonté, de mécompréhension de certaines choses qu'on propose. Donc tout ça, en fait, nous, on va le chercher à l'extérieur. Et j'en oublie beaucoup, Oui, donc ceux que j'ai oubliés dans ma petite liste ici, m'excusons. L'OPI, bien entendu. Alors on travaille aussi beaucoup avec tout l'écosystème, on va dire, du grand État de Genève, que ce soit l'OPI, que ce soit les fêtières économiques, que ce soit des services de l'État également qui viennent dans leur domaine spécifique nous accompagner. Et voilà, on essaye de faire le lien, on essaye de tisser le lien. Puis je terminerai peut-être en disant que dans cette compétence, il y a toute la partie immobilière aussi, parce que proposer un mètre carré à un prix, c'est quand même un challenge. Et donc nous, notre mission, comme j'ai dit, un peu complémentaire, c'est pour les faibles densités d'emploi, des activités de transport, de construction, de recyclage de matériaux ou de l'artisanat, de trouver une manière de monter ces montages-là, de faire des montages qui soient viables pour eux. Et puis, on cherche aussi, bien sûr, le développement de projets en symbiose, mutualisés, avec des beaux alloyers à des prix accessibles. Pour nous, c'est important. Il y a aussi des possibilités. On accompagne actuellement 2 projets de développement de coopératives industrielles. Il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui permet aux personnes, alors non pas d'acheter une part de PPE, ça, il y en a besoin aussi, des PPE industriels qu'un artisan puisse acheter son bien, ou un demi-étage, un box, une partie d'un bâtiment. Certains vont préférer louer pour pas finalement immobiliser des moyens pour les garder on va dire, dans les forces vives de l'entreprise. Et puis il y a cet intermédiaire qui est la coopérative. On doit se mettre ensemble. Donc, ça demande beaucoup plus de travail commun, mais aujourd'hui on a des secteurs d'activité, des groupes d'entreprises qui appellent ça de leur vœu. Et finalement, ils vont mettre une part de coopérative. Donc c'est à l'intermédiaire entre l'investissement important de l'achat de la PPE et la pure location. Et nous, on souhaite et on sent qu'il y a la place pour des projets dans les 3 types. Et donc voilà, on veille aussi à créer cette diversité-là sur le marché. C'est extrêmement intéressant et j'en arrive peut-être à la synthèse de cette table ronde avant de laisser libre cours à l'auditoire pour les questions. Donc on a, si je résume ce que j'ai entendu de vous, donc beaucoup d'enjeux néanmoins dans justement cette perspective peut-être de gérer des nouveaux espaces industriels d'une nouvelle manière. J'ai envie de dire qu'il y a quand même un fil rouge avec des éléments, ne serait-ce que par le vocabulaire qui a été employé avec ce qu'on connaît en tant qu'habitant dans des immeubles, pas forcément dans une zone industrielle. Donc mutualisation, changement, communication, c'est des mots qui me reviennent. C'est-à-dire il est extrêmement important durant le projet de communiquer, d'être apte à gérer notre métier de base, servir ses clients et en même temps gérer effectivement une fusion, un déménagement. Donc ça, c'est des éléments assez concrets, mais de bon sens, mais qu'il ne faut pas omettre. Et puis, dans la mise en perspective, j'entends que ce que vous avez dit l'un et l'autre, donc au niveau de Losinger et au niveau de la FTI, c'est qu'on rentre dans des modèles beaucoup plus collaboratifs, si vous me permettez le terme, comme on les vivait dans des coopératives effectivement d'habitation. Donc c'est heureux d'entendre que les industriels, parce que pour être effectivement à l'OPI, en entendre certains, parfois il y a des difficultés quand même à la coopération, parce qu'il y a peut-être un sentiment de copie possible, ou d'avoir un certain type de client et de vouloir garder un savoir-faire. Donc on assiste quand même à des partages de savoir-faire sur certains domaines, ou de mutualisation d'outils, peut-être sur des chaînes de production, sur les camions, avec vous, Monsieur Fredavici. Je ne sais pas si c'est une étape suivante, mais ça pourrait en être une. On pourrait imaginer pas mal de choses. Donc, je trouve très très riche en fait les perspectives, si vous me permettez cela. Et puis, en ce qui concerne les cas concrets, on s'aperçoit qu'effectivement, j'ai entendu des 2 cas concrets, effectivement, beaucoup de bénéfices. Mais peut-être qu'on va en reparler parce que les bénéfices réels, il faut après les quantifier. Donc, comment on peut le faire ? Ça serait peut-être ma première question. Mais avant cela, je vais demander au public de s'exprimer. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions ?